Avant même d'utiliser la clé qu'on m'a remise, je sais que Foxy Bill Connor est chez lui. Depuis la rue, j'ai vu que sa salle de séjour est éclairée, et même brillamment illuminée vu la luminosité qui perce derrière les doubles rideaux. Quand je m'approche, j'entends que la sono donne à plein derrière la porte épaisse. Foxy a toujours aimé la musique qui chauffe, comme il dit. Moi, j'aime pas le boucan. La serrure est bien huilée. Mon passe fait aisément son office. J'aperçois Foxy debout dans le living. Il me tourne le dos. Il n'a pas entendu la porte s'ouvrir. Le shaker à la main, il est en train de se préparer un cocktail. Il pourrait déceler le mouvement de mon ombre dans le grand miroir qui couvre tout le mur sur le côté du bar. Même pas. Le silencieux de mon pistolet produit un léger pop-pop qui domine à peine le bruit de la musique. Ma première balle lui rompt la colonne vertébrale. La seconde pénètre dans la calotte crânienne au-dessus de la nuque et ravage le cerveau avant de ressortir entre les deux yeux. Chacune de ces balles à elle seule a suffi à le tuer, mais je suis un professionnel. Je ne prends pas de risques. Je tire encore une fois. Foxy Bill est mort sans faire de difficultés, sans même le remarquer. Franchement, je n'ai pas eu à me donner beaucoup de mal. Mais à l'instant où je me fais cette remarque, je perçois un cri étouffé. Du coin de l'œil, j'entrevois un mouvement à la droite extrême de la salle de séjour. L'instinct me pousse à agir, vite. Pivotant sur place, je tire aussi calmement que si je me trouvais dans un stand d'entraînement. 4 balles basses et bien centrées pour assurer au maximum le coup, afin de s'assurer que le cœur va s'arrêter de battre. Vous pourriez couvrir l'ensemble des 4 blessures d'une seule main. Essayez donc de renouveler cet exploit à toute vitesse et avec une lumière déficiente. Maintenant, vous savez ce que signifie le mot « professionnel ». Il fallait agir vite et faire mouche. Je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas pu m'arrêter en si bon chemin, même pas quand l'idée m'a traversé l'esprit que je devais la connaître. Je m'avance dans la pièce pour examiner ma victime de plus près. Hélas, je la connais, effectivement. Je viens de tuer Fran, la seule femme que j'ai jamais aimée. Le seul cœur qui ait jamais un peu battu pour moi. Que m'importe à présent que tout cela remonte à 5 ans et que nous ayons fini par nous haïr avant que je ne me décide à la quitter. Tandis qu'un kaléidoscope de souvenirs tourbillonne dans ma tête, je m'agenouille auprès d'elle. Elle porte au poignet le bracelet en diamant que je lui avais offert. Je le reconnais. Ce cadeau n'a plus aucune importance à présent. Pas plus que le fait qu'elle se soit trouvée ici en compagnie de Foxy Bill. Je n'en éprouve aucune jalousie. J'en suis d'ailleurs incapable. La seule chose qui m'importe, c'est qu'elle est étendue là, devant moi, morte, le visage tordu par le cri qu'elle n'a pas eu le temps de pousser. Sa main sur le tapis, paume ouverte, doigt en éventail, est aussi minuscule que la main d'un enfant. À quoi bon éteindre la lumière ou faire taire la musique? Je ressors de l'appartement d'un pas qui titube un peu et je claque la porte derrière moi. J'ai l'impression de marcher dans un brouillard glacé. Je repars par l'ascenseur et je redescends les 3 étages. Une fois sorti de l'immeuble, je pars à pied en direction du centre-ville, en fonçant droit sur le nord. Quand je franchis le pont qui enjambe le fleuve, je tire le revolver de ma poche et je le lance dans l'eau le plus loin possible. Le fond étant constitué d'1,50 m de vase molle englué de mazout, personne ne pourra jamais le retrouver là. L'arme du crime a ainsi disparu définitivement. Je m'arrête à la cabine téléphonique plantée de l'autre côté du pont. On décroche à l'autre bout du fil.
Une voix mâle me répond. L'ayant identifié, je peux dire « Votre cargaison a quitté la ville. » « Vous en êtes absolument certain ?» Ce à quoi je réplique « Je suis un professionnel. Si je vous le dis, c'est que j'en suis certain. » « Alors vous trouverez le reste de la somme dans votre boîte à lettres en rentrant chez vous. » De fait, le paquet m'attend à la réception de l'hôtel où j'habite. Je m'en saisis et l'emporte avec moi à l'étage. Je ne me donne même pas la peine de l'ouvrir, même une fois dans ma chambre. En revanche, je me débouche une bouteille de whisky. J'avale au goulot 2 grandes rasades sans la moindre sensation de brûlure. Quelque chose est mort en moi. Je ne ressens plus rien. J'éteins la lumière, mais au lieu de me coucher, je m'installe dans un fauteuil près de la fenêtre. Je reste ainsi quelques heures, prostré. Lorsqu'enfin une aube rougissante se met à colorer le port, je ne ressens toujours rien. Je ne ressentirai plus jamais rien. J'ai le sentiment d'être figé, comme dans un bloc de glace. Toute ma vie, je me suis senti glacé, enveloppé dans du froid, au point de devenir intérieurement de plus en plus froid, à peine humain. La seule personne, le seul être qui soit parvenu à me dégeler un peu, à me réchauffer, c'était Fran. À présent, elle ne me touchera plus. Moi-même, je ne pourrai plus jamais la toucher, ni même la revoir en imagination. Je ne vois plus qu'une chose quand je pense à elle. Ces 4 blessures et le sang qui en jaillit. Et c'est tout. Il n'y a plus que du froid en moi désormais. Quand j'étais petit, on m'appelait Tony les yeux bleus, seul héritage que m'ait laissé un père irlandais que je n'ai jamais connu. Par la suite, quand j'ai eu grandi, on a commencé à m'appeler Tony la gâchette. Ma mère était la cousine germaine de Black Pete Angel. C'est lui qui m'a fourni mon premier emploi à ma sortie de la maison de correction. Il m'a placé comme garde du corps d'un de ses vieux amis, patron d'un tripot. J'avais 18 ans. Lorsque j'en eus 20, je tuai un homme pour le compte de Pete. Il me paya $1000 pour ce travail. À 35 ans, je tuais Pete. Cette fois, je touchais $10 000. J'étais devenu un tueur à gages. Je tuais sur commande. Je n'ai jamais dérogé à un contrat et je n'ai jamais parlé. Vous seriez surpris d'apprendre combien de gens utilisent les services de types comme moi. Je pouvais mener la grande vie, je pouvais me payer tout ce qu'il y a de mieux dans l'existence. Seulement, j'ai toujours eu ce nœud de glace au fond de moi. Et maintenant que Fran a disparu, que j'ai constaté par moi-même qu'elle est morte et ne peut pas revenir à la vie, je sais qu'aucune chaleur ne me réchauffera plus jamais. Pas plus celle de l'alcool que le brûlant soleil des tropiques ou l'amour d'une autre femme. Plus rien ne pourra me réchauffer. Alors, il ne me reste plus qu'une chose à faire. Je prends ma voiture et je me rends au poste de police où je demande le lieutenant Ryan de la brigade criminelle. Je veux avoir affaire à un flic honnête. Et lui, il a cette qualité. À quoi bon tourner autour du pot? Tout de suite, je dis, bouclez-moi, Ryan, je viens de tuer Foxy Bill et sa poule. Appelez votre secrétaire et enregistrez ma déclaration. À quel jeu joue donc Tony? Tueur à gages travaillant pour le syndicat du crime, Tony Brown s'aperçoit qu'au cours de l'exécution de son dernier contrat, il a non seulement tué celui qu'on lui avait désigné, Foxy Bill Connor, mais également Fran, la seule femme qu'il ait jamais aimée. Désormais, glacé à tout jamais jusqu'au tréfonds de lui-même, il se présente au poste de police pour avouer son double crime. Le lieutenant Ryan, connu pour sa probité, reçoit sa confession.
Ma déclaration produit un effet bœuf. Ryan ouvre des yeux grands comme des soucoupes. « Vous êtes piqué ou quoi ?» me demande-t-il. « Vous êtes devenu fou? Vous avez pris de la drogue ?» Il faut que je m'explique. J'entre dans le détail. Foxy était devenu trop gourmand. Il voulait tenir la dragée haute au syndicat. Je vais tout vous dire. J'ai touché 10 000 $ en espèces pour ce travail. Je l'ai abattu à 11 heures la nuit dernière avec un pistolet de 9 mm de fabrication étrangère. Une de mes balles lui a fait sauter la cervelle. Ça vous suffit ou il vous faut d'autres détails? Ryan me regarde d'un air furieux. « Mais qu'est-ce qu'il vous prend, mon vieux? Vous êtes devenu dingue? À quel jeu jouez-vous, Tony? » Et moi de lui répondre. « Vous pouvez pas comprendre. C'est à cause de ce froid que j'ai à l'intérieur. Je suppose que des types dans votre genre n'éprouvent jamais cette impression, hein? Moi, si. Je pourrais plus jamais me réchauffer si je ne me dénonce pas. Et encore, je suis pas sûr que ça suffise. » Et lui de me couper. « Mais ça va pas, non? Vous êtes devenu cinglé. » « Je vous dis que vous pouvez pas comprendre. » « Allez, appelez votre gratte-papier et finissons-en. Il y a des années que vous essayez de m'épingler pour une fois que la chance vous sert sur un plateau. Laissez pas passer l'occasion. » J'ai l'impression de rêver, de vivre un conte de fées, mais vous pensez bien, Tony, que je vais pas la rater, cette occasion. Je n'ai aucune raison de la laisser me glisser entre les doigts. Une chose pourtant, auparavant, je suis dans l'obligation de vous faire connaître vos droits. Mes droits? Mais de quoi me parlez-vous? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans, mes droits? Je suis un tueur et je veux passer aux aveux. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Des droits, ceux de tout être humain? Mais j'en ai eu aucun depuis ma plus tendre enfance. Et vous le savez très bien. D'ailleurs, je m'en fous. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Oui, Tony, je sais tout ça, mais la justice pense tout à fait différemment. Elle affirme que vous avez le droit d'obtenir l'assistance d'un avocat. Rien ne vous oblige à parler en dehors de sa présence. Mais puisque je vous dis que je veux passer aux aveux, j'ai pas besoin de l'assistance d'un avocat. Je dois pourtant vous en procurer un. Mais vous êtes une vraie tête de pioche, vous, puisque je vous dis que j'en veux pas. Désolé, Tony. Mais il faut que je vous en fournisse un. Le simple fait d'avouer ne constitue plus désormais une preuve de culpabilité, voyez. Supposons que vous veniez à vous rétracter par la suite. L'un ou l'autre des avocats du syndicat aurait beau jeu de faire passer sur le grill l'avocat général. Et je ne tiens pas à ce que pareille mésaventure se produise. C'est pour ça, avant toute chose, je vais convoquer votre avocat ici même afin qu'il soit présent lorsque vous passerez aux aveux. Ryan, écoutez-moi bien. J'ai pas besoin d'avocat. Je veux simplement en finir, vous comprenez pas? La pièce est jouée, finie, terminée, on tire le rideau. Oui, d'accord, on va vous donner satisfaction, Tony, mais je vais d'abord convoquer votre avocat officiel. Ça prendra pas longtemps. Mon avocat officiel, c'est-à-dire celui qui m'a déjà défendu en diverses occasions, est également et surtout celui du syndicat. Je parie ma chemise qu'après avoir entendu ce que Ryan a à lui dire, il va brûler tous les feux rouges et arriver en un temps record. L'attente commence. Elle ne peut pas durer longtemps. Entre-temps, on se garde bien de me fouiller. Personne ne se risque même à m'effleurer du petit doigt. Ryan convoque également une dactylo et 2 policiers pour servir de témoins. On nous installe sur des chaises d'où nous nous observons mutuellement. Comme prévu, Simon, mon avocat, se présente un peu essoufflé d'avoir monté l'escalier 4 à 4. Il a évidemment une petite idée de ce que je peux déballer si je décide de me mettre à table. « Fermez votre gueule !» m'intime-t-il. « Je vais vous faire sortir d'ici ce soir même. J'ai déjà téléphoné au juge pour lui demander de fixer la caution. » « Je veux pas sortir, Simon. Je veux avouer. » Mon avocat se tourne vers Ryan. « Cet homme n'a pas sa tête à lui, ou bien il est drogué. 3 docteurs sont déjà prêts à l'affirmer sous la foi du serment, ou le seront dans la matinée. Maintenant, dites-moi, quelle charge exactement avez-vous relevée contre lui? » « Une confession verbale, » répond Ryan avec lassitude.
Vous savez qu'elle ne possède aucune valeur, lieutenant. Même une confession écrite n'aura aucune valeur quand j'aurai fait soumettre mon client à un examen médical approprié. Quelles autres charges avez-vous contre lui? Pas la moindre, maître, pas la moindre. Où est le pistolet, Tony? Dans votre poche? Non, je m'en suis débarrassé avant d'avoir pris la décision de me constituer prisonnier. Vous pourrez pas le récupérer, mais je peux vous donner une description détaillée des lieux et des circonstances du meurtre. Est-ce que c'est pas suffisant? Non! Réplique mon avocat. Tous les agents de police de permanence du commissariat connaissent ces éléments et peuvent vous les avoir communiqués. Ça n'est pas une preuve! Ryan se risque à faire une nouvelle tentative. Dites-moi, Tony, avez-vous laissé sur les lieux des empreintes digitales que nous pourrions relever? Non, lieutenant. Je suis un professionnel, ne l'oubliez pas. Je ne laisse pas d'empreintes. En revanche, j'ai gardé le pass qui m'a permis d'entrer dans l'appartement de Foxy. J'ai oublié de le jeter. Simon me coupe la parole. « On peut se procurer des passes n'importe où. Et par elle-même, cette pièce ne prouve rien. En outre, les agents auraient fort bien pu le glisser dans votre poche avant votre entrée au poste. » « Vous savez bien que non, » proteste Ryan. « Peu importe, lieutenant, » réplique mon avocat. « Ce qui compte, c'est ce que vous pouvez prouver. Si vous avez réellement relevé des charges contre mon client, voyons si vous pouvez donner la preuve de leur véracité. Autrement, il sortira d'ici avec moi. » Là, j'interviens. « Pas question. Mais mon cher Tony, » me répond Simon, « vous oubliez qu'en tant que votre avocat, moi, j'affirme que vous n'avez pas votre tête à vous et que vous avez besoin de soins médicaux. Et moi, je veux avouer. Vous faites bien partie de la police, vous autres, n'est-ce pas? Votre rôle est d'arrêter les assassins. Vous en tenez un, car je suis un assassin, je l'avoue. Je vais avouer tous les meurtres dont je me suis rendu coupable. Ça vous suffit pas? Désormais, ça ne suffit plus, intervient Simon. À présent, suivez-moi, Denis. Nous sommes parfaitement libres de sortir d'ici. Pour ne rien vous cacher, certaines personnes désirent vous voir. Il a raison, Tony, me dit Ryan d'une voix lasse. Vous pouvez faire des aveux si vous insistez, mais ils ne suffiront pas pour que nous puissions vous mettre sous les verrous, à moins que vous ne puissiez nous donner une preuve, un témoignage irréfutable, ou encore... Tandis que je l'écoute, mon cerveau travaille à toute vitesse. Et soudain, jaillit l'inspiration. Je viens de remarquer que le policier qui se tient debout à la droite de ma chaise porte un calibre 38 glissé dans sa ceinture. Nul ne s'occupe vraiment de moi. Ryan est trop absorbé par le dégoût que lui inspire toute cette histoire, et pourtant lui, il devrait se méfier. Dans sa spécialité, il est lui-même un grand professionnel. Instantanément, je passe à l'action. Je subtilise son pistolet au policier et, sans lui laisser le temps d'intervenir, je place 4 balles dans la poitrine de mon avocat si rapidement qu'il n'en perd même pas son grand sourire. Puis je jette l'arme sur le bureau de Ryan. Cette fois, vous avez toutes les preuves qu'il vous faut, lieutenant. Le jury s'est retiré à présent et délibère depuis 4 heures. L'avocat de la défense prétend que tous ces braves gens sont susceptibles de me remettre en liberté. En effet, il est difficile de croire qu'un homme en pleine possession de ses facultés ait pu commettre un tel acte. Si le verdict me déclare non coupable pour cause d'aliénation mentale, je serai enfermé dans un asile. J'ai peur. J'ai terriblement peur. Il fait froid dans les asiles. La porte d'entrée de la villa Shangri-La s'ouvrit avec fracas et une masse haletante et fumante s'engouffra dans le vestibule. L'honorable Lady Peggy Morrison Burke était de retour. L'honorable Lady Peggy
se débarrassa de ses baskets, enleva son anorak sous les yeux de Miss Rose, sa gouvernante. « Désolé d'être en retard, vieille branche, mais je suis tombé, comme qui dirait, sur un os. » Miss Rose s'étonna. « Un os, Lady Peggy? »« Oui, Rose, un os. Un os qui s'appelle Miss Stockwell, la donzelle qui a loué la maison des Kirk. Figurez-vous, Rose, que Miss Stockwell se fait livrer 2 bouteilles de lait au lieu d'une maintenant. Chaque jour. » C'est sans doute qu'elle prépare de la crème anglaise ou des pâtisseries, Lady Peggy. »« Non, 3 jours de suite, ça m'étonnerait, Rose. »« Peut-être qu'elle a de la visite, Lady Peggy. »« Négatif, ma chère Rose. Je l'ai coincée hier matin à la poste, histoire de la confesser un peu. Quand je lui ai demandé si elle ne s'ennuyait pas trop dans ce bled, elle m'a répondu que c'était justement pour ça qu'elle avait loué la maison des Kirk, pour la tranquillité. Elle a du travail, dit-elle, et ne veut pas être dérangée. »« Mais on peut avoir besoin de lait pour toutes sortes de choses, Lady Peggy. »« Mais il n'y a pas que le lait, Rose. Apparemment, elle a aussi besoin d'une sacrée quantité de provisions. Tenez, hier, en tout cas, son sac était plein à craquer. Voyons, un petit bout de femme pareil, je me demande où elle peut bien mettre tout ça, à moins que ce ne soit le tabac qui l'empêche de grossir. Peut-être qu'elle fume comme un pompier, en effet. Elle avait acheté une cartouche de cigarettes. Alors, Rose, ça ne vous semble pas étrange que cette petite garce ait si brutalement changé son mode de vie? J'en aurais le cœur net. »« Mais que savons-nous de son mode de vie, Lady Peggy? Après tout, ça ne fait jamais qu'une semaine qu'elle s'est installée ici. En fait, personne ne la connaît. »« Mais justement, Rose, justement. Cette fille est un mystère, une énigme, un vrai casse-tête. Une enquête s'impose. Rose, nous allons la mettre sous surveillance 24 heures sur 24. Et comme votre chambre donne directement sur la maison des Kirk, nous allons y établir notre poste d'observation. » Si Madame Tams s'était douté un seul instant qu'elle allait trouver sur le perron Lady Peggy et son sourire le plus mielleux, elle ne se serait sûrement pas donné la peine d'ouvrir. « Chère Madame Tams, j'ai pensé qu'il vous serait agréable de nous manifester votre soutien pour la défense des espèces en voie de disparition, s'il vous plaît. » Et Madame Tams apposa sa signature, la première authentique de la liste. « Dites-moi, Madame Tams, il y a quelqu'un à côté? »« Je crois, Lady Peggy. »« Dites-moi, cher ami, il paraît qu'elle a le feu aux fesses, votre voisine. » Pas que je sache, Lady Peggy. »« Allons donc, Madame Tams. D'après mes renseignements, ce sont des bataillons de jeunes gens qui défilent chez elle chaque jour. Toute la ville est au courant. Vous savez, la jeunesse d'aujourd'hui, ça vous a une moralité de chat de gouttière, quoi. » »« Oh, Lady, je serais étonné que ce soit le cas de Miss Stockwell. Madame Kirk ne lui aurait jamais loué sa maison si elle avait eu le moindre doute. De plus, cette Miss Stockwell avait des références. De Miss Carolina Flake, par exemple. »« Comment? Madame Tams? La fille du chef de la police? »« Oui, Lady Peggy. Vous n'allez pas imaginer qu'elle aurait recommandé le genre de personnage que vous venez de décrire, tout de même. Au revoir. » Et la porte se referma sèchement. Lady Peggy fronça les sourcils. La fille du chef de la police aurait recommandé cette Miss Stockwell? Ah, ça ne collait pas avec les guérilleros et autres révolutionnaires auxquels elle avait tout d'abord pensé. Mais Lady Peggy n'avait aucunement l'intention d'abandonner son enquête pour un détail aussi ridicule. Et de toute façon, Madame Tams n'avait manifestement rien compris. À l'autre maison, jouxtant celle des Kirk, Lady Peggy se présenta comme chargée d'une mission d'assistance aux vieillards nécessiteux pour le compte des compagnons de Mathusalem. Monsieur Poppleton, quinquagénaire vigoureux, au teint florissant,
se méprit complètement sur l'objet de sa visite. Bon Dieu, il y a même plus moyen de s'arrêter 2 jours quand on s'est foulé la cheville au boulot. On a droit aussi sec à un inspecteur de la sécurité sociale maintenant. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Un certificat médical? Je vais vous en envoyer un, moi, vous allez voir, et pas plus tard que... Plutôt que de tenter de s'expliquer, Lady Peggy prit le parti de patienter. Et dès que M. Poppleton fit une pause pour reprendre son souffle, elle s'engouffra immédiatement dans la brèche. « Qu'est-ce qui se passe à côté chez les Kirk, M. Poppleton? Qui est cette fille à qui ils ont loué? » Ah, ça, en voilà une qu'on ferait bien d'aller contrôler, par exemple. De quoi vit-elle, hein? Je vous le demande. Je vais vous le dire, moi. Elle vit du chômage, et je vous parie que cette fille est à la colle, comme on dit. Il y a un type dans cette baraque. Parole! La mère Kirk en ferait une jaunisse si elle était au courant. Un homme dans cette maison, M. Poppleton? Vous l'avez vu ou entendu? Eh bien, oui. Enfin, presque. M. Poppleton avait effectivement entendu quelque chose. C'était avant-hier. Malgré sa cheville foulée, il était descendu faire un petit tour dans son jardin et il avait aperçu Miss Stockwell qui sortait, son panier à provisions à la main. Comme ça ne paye pas, n'est-ce pas, de se mettre ses voisins à dos, même s'il s'agit de parasites ou de fainéants, il lui avait dit bonjour. Je savais que la maison était vide, en tout cas, c'est ce que je croyais, n'est-ce pas? Et puis, j'ai entendu du bruit dans la salle de bain. Quelqu'un a tiré la chasse d'eau, voyez? Et cette chasse d'eau fait un tel boucan qu'on l'entend de chez nous. Même que j'en ai parlé une fois au père Kirk, parce que c'est bigrement gênant quand on a des invités, hein. Mais il paraît qu'il n'y a rien à faire, alors... Ainsi, il y avait bien quelqu'un caché dans la maison. Mais qui? L'honorable Lady Peggy joue les détectives privés et soupçonne sa nouvelle voisine, Miss Stockwell, de cacher quelqu'un dans sa maison. L'intrus est-il un malfaiteur ou un dangereux terroriste? Lady Peggy mène l'enquête. Pour rendre visite au chef de la police, Lady Peggy ne se donna pas la peine de s'embarrasser d'une jupe pour sa visite. Elle jugea son pantalon de tous les jours et son vieux duffel-coat bien suffisants pour la circonstance. Aussi, grande fut sa surprise lorsqu'elle découvrit que les Affleck semblaient mener grand train et que leur maison, sise au milieu d'un vaste jardin magnifiquement entretenu, comptait parmi les maisons les plus opulentes de la banlieue résidentielle de la ville. Lady Peggy sonna à la porte d'entrée en marmonnant par-devers soi que certains ne se mouchaient pas du coude. Quoi? Une jeune fille de couleur en tablier blanc lui ouvrit, l'angoisse au visage. Mais à peine la visiteuse eut-elle demandé le plus innocemment du monde à parler à Miss Caroline Affleck que l'angoisse se transforma en terreur et que la soubrette recula lentement, les mains crispées contre sa poitrine, émettant une invraisemblable litanie dans une langue aussi exotique qu'incompréhensible. Lady Peggy fut prise de court. Et lorsque Madame Affleck, pourtant anglaise jusqu'au bout des ongles, succéda sur le perron à sa domestique hystérique, les choses ne s'arrangèrent pas pour autant, loin de là. « Vous avez demandé à parler à ma fille, madame? Je regrette, mais elle est absente pour le moment. Pourriez-vous repasser une autre fois dans, disons, 5 à 6 semaines? » Et la porte se referma sèchement au nez de Lady Peggy. Miss Rose, faut-il le dire, n'était pas mécontente de la tournure prise par les événements. « Ne vous en faites pas pour si peu, Lady Peggy. Les manières abruptes de Madame Affleck sont bien connues. Cela dit, je vois mal, je l'avoue, comment ils peuvent vivre sur un tel pied avec un salaire de chef de la police. Domestique, 3 voitures, collège en Suisse pour la fille, sans parler de la garde-robe de Madame Affleck. » En d'autres circonstances, Lady Peggy aurait mordu à l'hameçon et se serait lancée ventre à terre dans une dénonciation en règle de la corruption policière, mais cette fois-ci, elle ne se laissa pas distraire de son objectif originel. Rose
je vais devoir prendre cette baraque d'assaut. » »« Oh non, Miss Peggy, pas la maison des Kirk, ce ne serait pas convenable. »« Rose, il y a quelque chose de pas catholique dans cette affaire, et il est de mon devoir de tirer tout ça au clair. » »« Lady Peggy, ne serait-il pas plus judicieux d'aller trouver la police? » »« Il ne m'écouterait pas, Rose. Il n'écoute jamais personne, d'ailleurs. » »« Mais alors, Lady Peggy, dans ce cas, pourquoi ne pas vous adresser directement à Miss Stockwell? » »« Pour lui mettre la puce à l'oreille? Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête, ma bonne Rose? Non. Non, c'est beaucoup plus simple que cela. Vous allez vous poster à la porte de devant pour faire diversion et occuper Miss Stockwell, pendant que moi, j'entrerai par l'arrière. »« Lady Peggy, ne serait-il pas encore plus simple d'attendre que Miss Stockwell soit sortie faire ses courses pour s'introduire chez elle? » »« Mais comment savoir combien de temps elle restera absente, Rose? Et puis, votre présence sur les lieux sera une sécurité de plus. » »« Ah, et, Lady Peggy, quand avez-vous l'intention de... » »« Pas plus tard que tout de suite, ma bonne Rose. » Miss Rose, qui, bien évidemment, n'arrivait pas à la cheville de Lady Peggy en matière de déguisement, ne valait guère mieux pour jouer la comédie. Il eût été irréaliste de s'attendre à une prestation exceptionnelle de sa part sur le perron des Kirk. Cependant, le trac et la honte aidant, elle fit, à son corps défendant, n'est-ce pas, elle fit un embrouillamini si naturel de larmes, d'incohérence et de confusion devant Miss Stockwell qu'elle parvint à monopoliser l'attention de cette dernière assez longtemps pour permettre à sa complice, Lady Peggy, de se livrer à son petit numéro de cambriole. Avec son attirail sophistiqué, Lady Peggy mit moins d'1 minute à s'apercevoir que la porte de derrière n'était pas fermée à clé. Encore sidérée par l'invraisemblable étourderie des criminels, Lady Peggy poussa le battant avec d'infinies précautions, glissa un œil à l'intérieur et entra. Elle ne fut aucunement surprise de se retrouver dans la cuisine qui était vide. Une inspection soigneuse de la pièce lui fit remarquer la porte fermée qui menait dans le vestibule et le passe-plat qui donnait directement dans la salle à manger. De là où elle se trouvait, elle entendait nettement Miss Rose débiter ses boniments d'une voix tremblante. Avant de s'engager plus avant, Lady Peggy parcourut la cuisine d'un regard d'aigle. Bien lui prit, car cela lui permit de découvrir son premier véritable indice posé sur la table. Un de ces petits gadgets si pratiques qui permettent d'imprimer en relief sur une bande de plastique de couleur vive de superbes majuscules blanches. La personne, Miss Stockwell peut-être, avait été interrompue en plein travail. Lady Peggy déroula la bande et lut ce qui y avait été imprimé. Ça aurait fort bien pu être café ou sucre en poudre. Mais non, c'était « Mettez l'argent dans la caisse en carton ». Pour s'assurer qu'elle ne rêvait pas, Lady Peggy relut le message. « Mettez l'argent dans la caisse en carton ». L'hypothèse de l'enlèvement se confirmait. Elle avait intérêt à se dépêcher. Il lui fallait absolument retrouver la malheureuse victime enfermée dans cette foutue baraque avant que Rose ait épuisé ses pauvres munitions. Lady Peggy fit glisser le battant droit du passe-plat pour jeter un coup d'œil dans la salle à manger, histoire de s'assurer que personne n'y était séquestré, ficelé comme un saucisson, avec « Mon Dieu !» Elle ravala tout juste un hoquet de surprise, car si en effet personne ne se trouvait ligoté et bâillonné sur une chaise, il y avait néanmoins quelqu'un dans la pièce, un personnage sombre, debout dans l'ombre derrière la porte entrebâillée qui menait au vestibule. Ce personnage écoutait attentivement la conversation débridée qui continuait sur le perron entre Miss Rose et Miss Stockwell.
Telle une grosse tortue plongée dans une profonde méditation, Lady Peggy rentra la tête dans la cuisine. Lady Peggy n'avait pas prévu un seul instant qu'elle pourrait tomber nez à nez avec 2 criminels redoutables au lieu d'1. Pourtant, il lui fallait se rendre à l'évidence. Elle allait devoir s'occuper non seulement de Miss Stockwell, mais encore de ce spécimen imposant tapi dans la salle à manger. Lady Peggy était d'une témérité confinant parfois à l'inconscience. Après s'être emparée de 2 ustensiles susceptibles de lui être utiles dans sa lutte pour la vie, en l'occurrence un couteau à découper et une louche, elle décida une fois pour toutes de renoncer aux bonnes manières et repassa la tête par le passe-plat. « Salut là-dedans !» Cette apostrophe, commune et bon enfant, provoqua une invraisemblable réaction en chaîne. Le personnage de l'ombre sursauta violemment en lâchant un glapissement apeuré, puis, ouvrant grand la porte de la salle à manger, il prit la fuite à toutes jambes. « Rose, arrêtez-le !» Et Lady Peggy plongea dans le passe-plat pour se lancer à la poursuite du malfaiteur inconnu. Lorsque les sapeurs-pompiers arrivèrent sur les lieux, Miss Stockwell avait également disparu. La maison était vide et, d'après les inspecteurs de police, qui avaient eux aussi été appelés à la rescousse dans la panique générale, il n'y avait pas la moindre trace de kidnapping ou toute autre activité criminelle, quelle qu'elle fût. Lady Peggy, pourtant guère à son avantage, tandis qu'un bataillon de pompiers, suant et soufflant, s'évertuait, qui poussant, qui tirant, à la dégager du passe-plat, Lady Peggy s'indignait. « Mais alors, messieurs, comment expliquez-vous le message écrit à la pince d'Imo ?» Effectivement, reconnurent les policiers, effectivement, c'était un problème. Après tout, peut-être qu'il s'agissait tout simplement d'une bonne blague. Il ne manquerait pas d'examiner la question de plus près. Toutefois, pour l'instant, si Lady Peggy Morrison Burke avait la gentillesse de bien vouloir rentrer le ventre un tant soit peu, les pompiers pourraient sans doute l'extraire du passe-plat dans lequel elle était coincée depuis 2 heures. Dans la soirée, Lady Peggy et Miss Rose, assises devant la cheminée, buvaient leur tasse quotidienne de lait chaud. Après cette journée fertile en événements, elles avaient décidé de se coucher tôt. Mais Lady Peggy n'avait toujours pas digéré son échec cinglant. « Rose, ma bonne Rose, vous auriez dû faire barrière de votre corps pour les empêcher de s'enfuir. » « J'ai bien essayé, Lady Peggy, mais tout s'est passé trop vite. Mais elle était bien plus grande et bien plus lourde que moi. »« Rose, arrêtez, s'il vous plaît, de dire « elle ». Ça n'était pas Caroline Affleck, ça n'est pas possible. »« Mais je vous jure bien que si, Lady Peggy. Je l'ai parfaitement reconnue quand elle m'a bousculé dans les rosiers. Seulement, elle était en pantalon et c'est pour ça que vous l'avez prise pour un homme. » Mais enfin, Rose, vous ne connaissez même pas Carolina Affleck. « Vous trompez, Lady Peggy. Nous l'avons vue des centaines de fois en ville. » Alors, pourquoi ne m'en avoir jamais parlé, Rose? « Mais parce que vous ne me l'avez jamais demandé, Lady Peggy. » La conversation n'aurait pas manqué de prendre un tour plus aigre si la sonnette n'y avait mis un terme. Lady Peggy jeta un coup d'œil à l'horloge. 22h15. Bien tard pour une visite de courtoisie. « Passez-moi le tisonnier, Rose. » Mais notre aventurière de choc n'eut pas cette fois à pourchasser qui que ce soit. Les 2 inspecteurs de police qui pénétrèrent à sa suite dans le salon étaient des modèles de civilité et de courtoisie. « Il ne s'agit que d'une visite officieuse, mesdames. L'incident de cet après-midi est une affaire classée. Vous avez les compliments du chef de la police. » Le cœur de Lady Peggy ne fit qu'un bond dans sa poitrine. « Mais alors, inspecteur, c'était bien Caroline Affleck ?»« Je n'ai rien entendu, Lady Peggy. Vous feriez bien mieux d'oublier cette histoire. »
Mais il y a eu enlèvement, inspecteur. J'ai quand même bien vu le message sur la table de la cuisine. Ah, j'y suis. C'était un faux kidnapping, n'est-ce pas? Carolina Fleck a organisé un faux kidnapping pour faire peur à ses parents ou pour leur soutirer un bon paquet de livres sterling, c'est ça? Les deux policiers échangèrent un regard. Ils avaient reçu ordre d'étouffer cette affaire sans traîner. C'était donc ça, inspecteur. Carolina Fleck et Miss Stockwell étaient de mèche. La Stockwell loue la maison des Kirk avec la recommandation de Carolina Fleck et elles s'en servent comme un centre opérationnel. C'est de là qu'elles envoient toutes leurs demandes de rançon et c'est là que Carolina Fleck se planquait. Lady Peggy, permettez-moi de vous dire que si quelqu'un est inculpé ici, ce sera vous. Et ce ne sont pas les motifs qui manqueront, croyez-moi. Violation de domicile, aggravée de préjudice matériel, parce qu'il a bien fallu démolir le passe-plat pour vous dégager, je ne me trompe pas. Et si on ajoute propagation de rumeurs avec intention de nuire, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, comme on dit. De plus, puisque votre ami ici présente a jugé bon de vous prêter main forte, on pourrait couronner le tout avec association de malfaiteurs. À présent, tout dépend de vous, Lady Peggy. Un seul ragot dans la ville à propos de Miss Fleck ou de son ami, et on vous tombe sur le paletot avant que vous ayez eu le temps de dérouf. Alors, vous ne savez rien, vous n'avez rien vu, rien entendu, rien compris. Nous sommes bien d'accord, Lady Peggy? Lady Peggy, qui, malgré les apparences, n'était pas dénuée d'un certain sens des réalités et qui avait par ailleurs de nombreuses contraventions impayées, se le tint pour dit. « Eh bien, d'accord, inspecteur. D'accord. » Décidément, les temps devenaient bien difficiles pour l'honorable Lady Peggy Morrison Burke. Si elle ne pouvait même plus s'amuser à résoudre des énigmes policières, alors il n'allait plus lui rester que le jardinage ou le tricot, à moins qu'elle ne songe à se trouver un mari. Pourquoi pas? Ça pourrait être un passe-temps amusant, non? Allons, tout n'était pas perdu, quoi.